effectivement. Alors la conclusion officielle, mais je retiens votre magnifique formule, arriver à concilier l'évolution et la tradition. Dans bon nombre de cas, cette problématique se retrouve au centre de nombreux débats. Et effectivement, nous sommes toujours, que nous prenions des décisions ou pas pour les autres, confrontés à cette alternative. Je retiendrai 4 ou 5 idées rapidement pour essayer de faire la synthèse. Évidemment, il ne s'agit pas d'une véritable conclusion. Comme on dit parfois, la bêtise consiste à conclure. Mais là, à essayer au moins de synthétiser. Au travers de cette journée, au-delà des évolutions historiques, au-delà des problématiques d'ordre éthique, j'ai retenu sur le dessin ou sur le schéma un petit peu des différentes contributions, communication et débats, ces quelques idées. Tout d'abord, une grande sensibilité des patients et aussi évidemment des soignants par rapport à qu'est-ce qu'on introduit dans le corps, que ce soit des accessoires médicaux, que ce soit des remèdes, que ce soit des substances qui peuvent se déclarer toxiques ou mortelles, avec également toutes les problématiques, on l'a vu ce matin avec Serretti, de ces normes, entre guillemets, d'hygiène, de prophylaxie et de ces mesures de précaution qu'il convient de prendre. Qu'est-ce qu'on introduit dans le corps? Qu'est-ce qu'on va ingérer? Qu'est-ce qu'on va ingurgiter? Quels accessoires, entre guillemets, on va pouvoir utiliser ou au contraire, il ne faut pas utiliser sans risque? Avec derrière cette problématique très ouverte, une autre question, qui peut et qui doit contrôler? Qui peut et qui doit contrôler dans un système où apparemment on peut considérer que la conscience fait des progrès, mais que la confiance, elle semble parfois régresser à la faveur, ou plutôt au détriment, de scandales, ou en tout cas d'affaires, et de polémiques surtout. Hein, si ce ne sont pas des scandales, pour reprendre l'idée de Claude Hurier, il y a tout de même de nombreuses polémiques dans l'actualité. Deuxième thème, très rapidement, comment arriver à objectiver le sujet malade, c'est-à-dire comment arriver à objectiver la mort du vivant, comment la penser, comment la définir. On s'aperçoit que le droit, la médecine et l'histoire peuvent sans doute dialoguer, avec des dissonances, avec des différences, avec également des débats, voire des controverses. Mais à un moment donné, c'est quand même cette problématique qui se pose également aux médecins ou aux chirurgiens, qui est une problématique à la fois médicale, en partie juridique, mais aussi philosophique, puisque le vivant nous impose sans doute des devoirs. Nous avons beaucoup parlé de droits au cours de cette journée. Il existe aussi également des devoirs, peut-être des devoirs par rapport au vivant, mais bien sûr, ensuite, en fonction de l'éventail philosophique des uns et des autres, des pratiques et des expériences, eh bien, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de vivant? Faut-il même, d'ailleurs, la définir, hein? Les controverses autour du droit à la vie me semblent tout à fait intéressantes. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a un espace public de la santé qui semble s'étendre avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies, même si désormais elles ont quand même une vingtaine ou une trentaine d'années. Google, les GAFA, le Big Data. On demande de plus en plus d'accès à l'information. On sait que trop d'informations en même temps risquent de tuer l'information ou de déclencher des polémiques ou de déclencher des angoisses parfois collectives par rapport au rôle des laboratoires, au rôle des multinationales, à la fiabilité, à la traçabilité des substances qui sont employées. On demande plus d'informations, mais davantage d'informations, ça suppose davantage de turbulences et davantage de controverses, précisément peut-être même dans la façon de se représenter sa propre santé et de combattre la maladie. Et puis, dernier point pour terminer, quelles barrières finalement, quelles frontières, quelles limites, l'éthique, l'histoire, pour le droit ça semble évident, mais là aussi la discussion a montré que les définitions et les réflexions étaient ouvertes, quelles barrières éthiques, techniques et légales imposées aux médecins? La profession se plaint très souvent d'un encadrement administratif, d'un encadrement étatique qui est croissant. On a des patients qui réclament souvent de plus en plus d'intervention de l'État, c'est-à-dire de plus en plus de lois, et des médecins qui parfois considèrent qu'il y a trop de lois, qu'il y a trop d'encadrement. Des associations qui, elles aussi, parfois sont un petit peu du côté
association de patients, bien sûr du côté des patients et du côté d'un État, même si l'État aussi peut être critiqué pour son immobilisme ou pour des éléments apparemment patents de censure ou de frein dans les législations ou dans les réformes ou dans les mesures de précaution qu'il faudrait prendre. Voilà globalement, très schématiquement, et je m'en excuse bien sûr, ce que je retiendrai, ce qu'on pourrait peut-être retenir de toutes ces réflexions, qui ont laissé la parole aux historiens. C'est peut-être pas une première, mais tout de même, il y a des congrès d'histoire médicale, il y a des congrès de médecine, mais des congrès qui associent des historiens et des médecins. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez rare, et à ce titre, et à bien d'autres, il convient de remercier et d'applaudir chaleureusement Christian Hervé, qui a toujours d'excellentes idées. C'est à moi de remercier Stanis, puisque nous l'avons fait ensemble, et puisque vous avez passé une bonne journée, vous avez bien mangé, vous avez bien bu, vous avez eu une espèce d'ouverture de votre pensée à la pensée éthique, aux éléments contradictoires, à votre propre positionnement. Je vais vous souhaiter donc une bonne soirée et je vais simplement demander aux membres de l'association, la Société française et francophone d'éthique médicale, de rester dans cette salle. Donc je vous mets à la porte car nous allons faire l'assemblée générale tout simplement.